Bonjour et bienvenue dans Des mots, une œuvre, un podcast mêlant art visuel et littérature. Des mots, une œuvre est un podcast du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Ce podcast fait dialoguer des œuvres des collections du musée ou d'une exposition en cours avec des textes poétiques, philosophiques, historiques, des essais, des romans ou des écrits d'artistes. Victor Hugo, Les travailleurs de la mer, L'homme et la pieuvre. Cet épisode s'adresse aux amateurs, aux curieux et aux plus jeunes. À écouter seul ou en famille, il permet de découvrir un texte de l'un des plus grands auteurs de langue française, Victor Hugo. Une galerie du jardin du Musée des Beaux-Arts de Lyon abrite un groupe sculpté monumental en marbre représentant Gilliatt et la pieuvre, réalisé par Émile-Joseph Carlier en 1890. L'œuvre figure un homme debout, en lutte avec une pieuvre géante dont les tentacules s'enroulent autour de sa jambe. Carlier a choisi ici de représenter un épisode des Travailleurs de la mer, un ouvrage rédigé par Victor Hugo lors de son exil sur l'île de Guernesey et publié en 1866. Comme le capitaine Achab avec Moby Dick dans le roman d'Herman Melville et tous les héros de la mythologie en lutte avec des monstres, le combat de Gilliatt contre la pieuvre symbolise le combat de l'homme contre la nature. Il s'agit également d'amour. Le héros bon et solitaire de Victor Hugo se lance dans une série d'épreuves surhumaines dans le but de gagner le cœur de celle qu'il aime. Commençons par la fascinante description de la pieuvre que fait Victor Hugo. Ce passage précède le combat et fait monter l'angoisse. Pour croire à la pieuvre, il faut l'avoir vue. Comparées à la pieuvre, les vieilles hydres font sourire. Tous les idéals étant admis, si l'épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d'œuvre. La pieuvre n'a pas de masse musculaire, pas de cris menaçants, pas de cuirasse, pas de cornes, pas de dard, pas de pince, pas de queue prenante ou contendante, pas d'aileron tranchant, pas d'aileron onglé, pas d'épine, pas d'épée, pas de décharge électrique, pas de virus, pas de venin, pas de griffes, pas de bec, pas de dents. La pieuvre est de toutes les bêtes la plus formidablement armée. Qu'est-ce donc que la pieuvre ? C'est la ventouse. Ses nœuds garrottent, son contact paralyse. Elle a un aspect de scorbut et de gangrène. C'est de la maladie arrangée en monstruosité. Elle est inarrachable. Elle adhère étroitement à sa proie. Comment ? Par le vide. Les 8 antennes larges à l'origine vont s'effilant et s'achèvent en aiguille. Sous chacune d'elles s'allongent parallèlement 2 rangées de pustules décroissantes, les grosses près de la tête, les petites à la pointe. Chaque rangée est de 25. Il y a 50 pustules par antenne et toute la bête en a 400. Ces pustules sont des ventouses. Ce monstre est celui que les marins appellent poulpe, que la science appelle céphalopode et que la légende appelle kraken. Les matelots anglais l'appellent devilfish, le poisson diable. Ils l'appellent aussi bloodsucker, suceur de sang. Dans les îles de la Manche, on le nomme la pieuvre. Le poulpe a presque des passions d'homme. Le poulpe hait. En effet, dans l'absolu, être hideux, c'est haïr. Le difforme se débat sous une nécessité d'élimination qui le rend hostile. La pieuvre, c'est l'hypocrite. On n'y fait pas attention. Brusquement, elle s'ouvre. Une viscosité qui a une volonté, quoi de plus effroyable ? De la glu pétrie de haine. C'est dans le plus bel azur de l'eau limpide que surgit cette hideuse étoile vorace de la mer. Elle n'a pas d'approche, ce qui est terrible. Presque toujours, quand on la voit, on est pris. Elle n'a pas d'os, elle n'a pas de sang, elle n'a pas de chair. Elle est flasque. Il n'y a rien dedans. C'est une peau. On peut retourner ses 8 tentacules du dedans au dehors comme des doigts de gants. Toute la bête est froide. C'est la machine pneumatique qui vous attaque. Vous avez affaire au vide ayant des pattes. Ni coup d'ongle, ni coup de dent. Une scarification indicible. Une morsure est redoutable, moins qu'une succion.
La griffe n'est rien près de la ventouse. La griffe, c'est la bête qui entre dans votre chair. La ventouse, c'est vous-même qui entrez dans la bête. Vous ne faites qu'un. Ce rêve est sur vous. Le tigre ne peut que vous dévorer. Le poulpe, horreur, vous aspire. Il vous tire à lui et en lui. Et lié, englué, impuissant, vous vous sentez lentement vidé dans cet épouvantable sac qui est un monstre. Au-delà du terrible être mangé vivant, il y a l'inexprimable être bu vivant. Nous voici arrivés au moment fatidique du combat entre l'homme et la bête. La scène choisie par le sculpteur Carlier. Tout à coup, il se sentit saisir le bras. Ce qu'il éprouva en ce moment, c'est l'horreur indescriptible. Quelque chose qui était mince, âpre, plat, glacé, gluant et vivant venait de se tordre dans l'ombre autour de son bras nu. Cela lui montait vers la poitrine. C'était la pression d'une courroie et la poussée d'une vrille. En moins d'une seconde, on ne sait quelle spirale lui avait envahi le poignet et le coude et touchait l'épaule. La pointe fouillait sous son aisselle. Gilliatt se rejeta en arrière, mais put à peine remuer. Il était comme cloué. De sa main gauche, restée libre, il prit son couteau qu'il avait entre ses dents, et de cette main, tenant le couteau, s'arc-bouta au rocher, avec un effort désespéré pour retirer son bras. Il ne réussit qu'à inquiéter un peu la ligature, qui se resserra. Elle était souple comme le cuir, solide comme l'acier, froide comme la nuit. Une deuxième lanière étroite et aiguë sortit de la crevasse du roc. C'était comme une langue hors d'une gueule. Elle lécha épouvantablement le torse nu de Gilliatt, et tout à coup, s'allongeant, démesurée et fine, elle s'appliqua sur sa peau et lui entoura tout le corps. En même temps, une souffrance inouïe, comparable à rien, soulevait les muscles crispés de Gilliatt. Il sentait dans sa peau des enfoncements ronds, horribles. Il lui semblait que d'innombrables lèvres collées à sa chair cherchaient à lui boire le sang. Une troisième lanière ondoya hors du rocher, tâta Gilliatt et lui fouetta les côtes comme une corde. Elle s'y fixa. L'angoisse, à son paroxysme, est muette. Gilliatt ne jetait pas un cri. Il y avait assez de jours pour qu'il pût voir les repoussantes formes appliquées sur lui. Une quatrième ligature, celle-ci rapide comme une flèche, lui sauta autour du ventre et s'y enroula. Impossible de couper ni d'arracher ces courroies visqueuses qui adhéraient étroitement au corps de Gilliatt, et par quantité de points. Chacun de ces points était un foyer d'affreuses et bizarres douleurs. C'était ce qu'on éprouverait si l'on se sentait avalé à la fois par une foule de bouches trop petites. Un cinquième allongement jaillit du trou. Il se superposa aux autres et vint se replier sur le diaphragme de Gilliatt. La compression s'ajoutait à l'anxiété. Gilliatt pouvait à peine respirer. Ces lanières, pointues à leur extrémité, allaient s'élargissant comme des lames d'épée vers la poignée. Toutes les 5 appartenaient évidemment au même centre. Elles marchaient et rampaient sur Gilliatt. Il sentait se déplacer ces pressions obscures qui lui semblaient être des bouches. Brusquement, une large viscosité ronde et plate sortit de dessous la crevasse. C'était le centre. Les 5 lanières s'y rattachaient comme des rayons à un moyeu. On distinguait au côté opposé de ce disque immonde le commencement de 3 autres tentacules, restés sous l'enfoncement du rocher. Au milieu de cette viscosité, il y avait 2 yeux qui regardaient. Ces yeux voyaient Gilliatt. Gilliatt reconnut la pieuvre. La pieuvre l'avait happé. Elle le tenait. Il était la mouche de cette araignée.
Gilliatt était dans l'eau jusqu'à la ceinture, les pieds crispés sur la rondeur des galets glissants, le bras droit étreint et assujetti par les enroulements plats des courroies de la pieuvre, et le torse disparaissant presque sous les replis et les croisements de ce bandage horrible. Des 8 bras de la pieuvre, 3 adhéraient à la roche, 5 adhéraient à Gilliatt. De cette façon, cramponnée d'un côté au granit, de l'autre à l'homme, elle enchaînait Gilliatt au rocher. Gilliatt avait sur lui 250 suçoirs. Complications d'angoisse et de dégoût. Être serré dans un poing démesuré dont les doigts élastiques, longs de près d'1 mètre, sont intérieurement pleins de pustules vivantes qui vous fouillent la chair. On ne s'arrache pas à la pieuvre. Si on l'essaie, on est plus sûrement lié. Elle ne fait que se resserrer davantage. Son effort croît en raison du vôtre. Plus de secousses produit plus de constriction. Gilliatt n'avait qu'une ressource, son couteau. Il n'avait de libre que la main gauche, mais on sait qu'il en usait puissamment. On aurait pu dire de lui qu'il avait 2 mains droites. On ne coupe pas les antennes de la pieuvre. C'est un cuir impossible à trancher. Il glisse sous la lame. D'ailleurs, la superposition est telle qu'une entaille à ses lanières entamerait votre chair. Le poulpe n'est vulnérable qu'à la tête. Gilliatt ne l'ignorait point. Il n'avait jamais vu de pieuvre de cette dimension. Du premier coup, il se trouvait pris par la grande espèce. Un autre se fut troublé. Pour la pieuvre comme pour le taureau, il y a un moment qu'il faut choisir. C'est l'instant où le taureau baisse le cou. C'est l'instant où la pieuvre avance la tête. Instant rapide. Qui manque ce joint est perdu. Tout ce que nous venons de dire n'avait duré que quelques minutes. Gilliatt pourtant sentait croître la succion des 250 ventouses. La pieuvre est traître. Elle tâche de stupéfier d'abord sa proie. Elle saisit puis attend le plus qu'elle peut. Gilliatt tenait son couteau. Les succions augmentaient. Il regardait la pieuvre qui le regardait. Tout à coup, la bête détacha du rocher sa 6e antenne et, la lançant sur Gilliatt, tâcha de lui saisir le bras gauche. En même temps, elle avança vivement la tête. 1 seconde de plus, sa bouche anus s'appliquait sur la poitrine de Gilliatt. Gilliatt saignait au flanc et les 2 bras garrottés étaient morts. Mais Gilliatt veillait. Guettait, il guettait. Il évita l'antenne et au moment où la bête allait mordre sa poitrine, son poing armé s'abattit sur la bête. Il y eut 2 convulsions en sens inverse, celle de la pieuvre et celle de Gilliatt. Ce fut comme la lutte de 2 éclairs. Gilliatt plongea la pointe de son couteau dans la viscosité plate et, d'un mouvement giratoire pareil à la torsion d'un coup de fouet, faisant un cercle autour des 2 yeux, il arracha la tête comme on arrache une dent. Ce fut fini. Toute la bête tomba. Cela ressembla à un linge qui se détache. La pompe aspirante détruite, le vide se défit. Les 400 ventouses lâchèrent à la fois le rocher et l'homme. Ce haillon coula au fond de l'eau. Gilliatt, haletant du combat, put apercevoir à ses pieds sur les galets 2 tas gélatineux informes. La tête d'un côté, le reste de l'autre. Nous disons le reste, car on ne pourrait dire le corps. Gilliatt, toutefois, craignant quelques reprises convulsives de l'agonie, recula hors de la portée des tentacules. Mais la bête était bien morte. Gilliatt referma son couteau. Même si Gilliatt ressort victorieux de toutes les épreuves, il ne parviendra pas à gagner le cœur de Déruchette, sa bien-aimée. Surprenant une conversation, il découvre qu'elle en aime un autre. Il s'impose alors une dernière épreuve. Il aide les 2 jeunes gens à se marier en secret et favorise leur fuite vers l'Angleterre. Suivant des yeux jusqu'au bout le bateau de Déruchette, Gilliatt se laisse emporter par la marée.
Des mots, une œuvre est un podcast original du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Lu par Kenza Lala et Jérôme Ferchaud. Direction de projet au TNP, Cécile Leclerc. Direction de projet au Musée des Beaux-Arts de Lyon, conception et rédaction Stéphanie Dermoncourt, production Véronique Moreno-Lourteau. Ce podcast a été réalisé par Thierry Cotin pour les Muséastes, Histoire de point de vue. Musique originale d'Hassan Ali, compositeur, Master Mav, Université Lyon 2. Vous pouvez retrouver les extraits lus dans cet épisode dans l'ouvrage Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, disponible sur le site de la Bibliothèque nationale de France, gallica.bnf.fr. Venez découvrir le groupe sculpté Gilliatt et la pieuvre d'Émile Joseph Carlier dans le jardin du Musée des Beaux-Arts de Lyon.